À toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par la FHP et consacré à cette obligation réglementaire qui incombe aux établissements de santé au 30 septembre 2022 de déclarer ses consommations d'énergie sur la plateforme Opera. Donc, je me présente, Marie-Claire Vier, je suis directrice stratégie en charge de la RSE au sein de la FHP. Et c'était important pour nous d'organiser ce webinaire à votre destination. Et sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Bertrand Sommier, secrétaire général de la FHP, qui va introduire ce webinaire. C'est à toi, Bertrand. Avec un grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie-Claire. Bon, d'abord pour l'initiative et la construction de ce webinaire et aux équipes de la com pour l'avoir permis. Merci quand même tout particulier à nos intervenants pour leur œil expert et à chacun d'entre vous d'avoir répondu présent. Il faut reconnaître que ce webinaire ne pouvait pas s'inscrire plus dans l'actualité. En effet, on ne vous cachera pas que si les échéances du 30 septembre avaient pu motiver la tenue de ce webinaire, le contexte et l'appel du gouvernement à la sobriété énergétique sont venus renforcer le sujet dans toutes ses dimensions stratégiques, politiques, environnementales, économiques. Sur le dispositif éco-énergie tertiaire, qui sera donc l'objet de notre webinaire, qui, peut-être faut-il le rappeler, assujettit les établissements de santé à renseigner la plateforme Opera. Et après un premier webinaire que nous avions tenu en juillet, notre échange du jour a vocation de vous accompagner dans la réponse à cette déclaration obligatoire sur la plateforme Opera. En effet, les établissements ont jusqu'au 30 septembre pour effectuer leur première déclaration de l'ensemble des données qui sont exigées en matière de superficie et de consommation énergétique. Alors, ceci étant, et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, faut-il également rappeler que la FHP s'est largement emparée de ces enjeux qui tiennent à la réduction des consommations énergétiques du secteur, en lien bien évidemment avec la nécessaire transition énergétique. Pour ce faire, peut-être un rappel des actions engagées. D'abord, ça a été l'élaboration d'une charte d'engagement RSE qu'on a pu faire en 2021, avec pour objet d'amplifier les actions éco-responsables de la profession sous les 4 grands piliers de la RSE, que sont l'environnemental, le social, le sociétal et l'économique. Cette charte, peut-être sans s'étendre trop avant, mais cette charte, elle avait 4 objectifs et 10 engagements. Et à ce titre, le premier des objectifs a été consacré à cette réduction de l'emprise et de l'empreinte écologique et énergétique du secteur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce fut là en juillet 2022, l'élaboration d'un kit d'outils que l'on avait dénommé « Réduire sa consommation énergétique, c'est possible ». Et cet outil est composé de fiches actions, enfin d'une fiche d'action au pluriel, pouvant être engagées en matière de réduction de consommation d'énergie par grand poste consommateur et d'une matrice de priorisation des actions en regard des moyens et des moyens à mettre en œuvre, et notamment en regard de leur impact. D'ailleurs, à ce titre, je veux remercier tout particulièrement le groupe de travail RSE que Marie-Claire anime et présidé par le docteur Joël Clich, qui interviendra par ailleurs dans ce webinaire. Concernant les enjeux de sobriété énergétique liés à la hausse du coût de l'énergie et au contexte géopolitique, bon, vous le savez, la FHP s'est engagée déjà depuis plusieurs mois sur des actions de conviction auprès des pouvoirs publics pour une prise en compte de cette inflation, notamment par la reconnaissance d'une enveloppe financière qui viendrait en correspondance de l'impact de l'inflation sur nos structures d'exploitation. Mais par ailleurs, la FHP s'est engagée ou s'engage en ce moment sur des travaux qui tiennent à l'enjeu de sobriété énergétique en réponse aux attentes exprimées par le gouvernement. Ceci étant rappelé, moi, je propose que désormais nous puissions entrer dans l'objet, le vif du sujet du webinaire. Pour ce faire, Marie-Claire, je vais te laisser la main en te renouvelant nos remerciements et puis surtout de pouvoir nous présenter nos intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous pour nous accompagner et vous accompagner dans la démarche. Merci beaucoup, Bertrand. Effectivement, on tenait à remercier tout particulièrement Emerson Cabane, qui est chef de projet Opera au sein du service bâtiment à l'ADEME et qui est les mains dans le cambouis dans
la réalisation de cette plateforme Opéra et qui a accepté très, très gentiment d'intervenir pour la deuxième fois à la FHP pour répondre à vos questions et faire une présentation pour vous donner les grands éléments clés à avoir en tête et répondre à vos questions. Donc encore merci Emerson Cabane de votre fidélité pour nous accompagner dans cette dernière ligne droite parce qu'effectivement ce webinaire a vraiment vocation à une visée vraiment opérationnelle pour vous accompagner, établissement, directeur d'établissement, qualiticien, personne en charge de la déclaration de cette plateforme Opéra. Vous permettre de répondre à toutes vos questions. Et un grand merci également à Fabien Leloir, qui est gestionnaire de risque, qualiticien à la clinique Saint-Roch à Cambrai, pour avoir accepté justement de faire ce retour d'expérience d'un établissement indépendant, SSR, qui effectivement est rentré dans le mécanisme de la plateforme Opéra et qui effectivement s'est attelé au recueil des données et à l'exploitation des données depuis maintenant plusieurs mois et qui vous donnera effectivement son expérience et des quelques conseils à suivre. Et le webinaire sera conclu par le docteur Joël Cliche qui préside, comme l'a rappelé Bertrand Sommier, le groupe de travail RSE au sein de la FHP qui est créé maintenant depuis 2016. Donc effectivement, on vous l'a rappelé, hein, la loi Elan de novembre 2018 est venue dans son article 175 fixer des objectifs qui sont assez ambitieux en termes de réduction de consommation d'énergie, puisqu'on parle d'une réduction de moins 40% d'ici 2030, moins 50% d'ici 2040 et de moins 60% d'ici 2050. Et on vous avait fait effectivement un webinaire, on avait organisé un webinaire en juillet 2021 sur le sujet. Et la traduction de cet article 175, effectivement, est le dispositif éco-énergie tertiaire qui prévoit effectivement une double obligation réglementaire pour vous, établissements de santé, si vous avez une superficie supérieure ou égale à 1000 m². Une première obligation qui est de réduire sa consommation d'énergie. Donc, j'en ai parlé d'ici 2030, 2040 et 2050. Et puis, renseigner et afficher vos résultats annuels sur la plateforme Opéra. Et c'est l'ADEME qui est en charge du développement et de cette plateforme Opéra. Et vraiment, je tiens à remercier encore Emerson Cabane et je vais lui laisser la parole pour votre intervention. Juste peut-être pour préciser, à l'issue des deux interventions d'Emerson Cabane et de Fabien Leloir, nous avons prévu une séquence questions-réponses. Donc n'hésitez pas, je vous invite à écrire dans le fil de la discussion toutes les questions que vous vous posez sur cette obligation réglementaire et sur la plateforme Opéra. Et je me ferai votre porte-voix et Emerson Cabane et Fabien Leloir tâcheront d'y répondre. Emerson Cabane, je vous en prie, c'est à vous. Bonjour à tous, je suis en train de partager mon écran, donc j'attends juste peut-être une confirmation que c'est tout bon avant de démarrer. Super, donc on va faire un petit tour d'horizon de là où on en est sur la plateforme Opéra, de ce qui est attendu là dans les jours actuels, et donner aussi quelques perspectives des possibilités qui seront permises grâce au renseignement de toutes les données de cette plateforme. Et puis ensuite, on se concentrera pour répondre à vos questions. C'est vraiment la priorité d'aujourd'hui, c'est de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc Opéra, déjà, en introduction très rapide, c'est donc l'Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du secteur tertiaire. Et il s'agit de la plateforme mise en place pour suivre les exigences et la mise en application du décret tertiaire ou dispositif éco-énergie tertiaire. Donc avec trois principales visées. La première, et c'est peut-être la plus importante en 2022, c'est tout d'abord d'être le lieu de la collecte des données que doivent renseigner les assujettis, donc les déclarations de consommation d'énergie, dans le futur des éventuels dossiers techniques de modulation des objectifs, etc. La deuxième visée, c'est qu'Opéra est aussi le lieu de la vérification de l'atteinte des objectifs réglementaires. Donc Opéra générera une attestation annuelle
qui viendra situer chaque assujetti par rapport à l'atteinte de ses objectifs. Et Opera est également l'outil à disposition des agents de l'État en charge des contrôles pour qu'ils puissent effectuer les contrôles qui porteront dans un premier temps sur l'exhaustivité du remplissage des données. Est-ce que toutes les données qui devaient être renseignées l'ont bien été? Et à terme, les contrôles porteront également sur l'atteinte des objectifs ou la vérification des dossiers techniques qui sont déposés. Et enfin, la troisième visée de la plateforme, c'est d'être également un peu le thermomètre de la consommation d'énergie du secteur tertiaire qui est assujetti, avec la diffusion et la valorisation de toutes les données qui seront collectées, bien sûr dans le respect des règles de confidentialité. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard, hein, les données seront anonymisées et agrégées. Mais voilà, on pourra se servir d'Opera pour mieux comprendre ce que consomme le secteur tertiaire en France, chaque année. Un avant-propos aussi sur 2022, qui est vraiment une année particulière pour plusieurs raisons, parce que d'abord, il s'agit de la première année de remontée de données sur Opera. Donc, c'est probablement la première fois aussi que les assujettis se sont informés sur la technique réglementaire du dispositif, ont pris connaissance de certaines informations à déclarer qu'ils n'avaient pas jusque-là, et aussi ont pris en main la plateforme. Donc, c'est vraiment une année où il y aura beaucoup de souplesse sur les contrôles qui seront faits et le droit à l'erreur. Il sera possible de corriger sa déclaration, y compris après la date du 30 septembre, en cas d'erreur. Aussi, c'est une année particulière 2022 parce qu'elle concerne la remontée des deux années de consommation 2021 et 2020 qui ne sont pas représentatives du fonctionnement normal de certaines activités tertiaires de la crise sanitaire. Et donc aussi, pour aussi se familiariser avec le dispositif et la plateforme, ces 2 années-là n'engendreront pas de notation éco-énergie tertiaire. 2022, c'est aussi l'année la plus chargée en termes de saisie, il faut le reconnaître, parce qu'il y a tout à faire sur Opera en 2022. Hein. Il faut à la fois s'inscrire, déclarer le patrimoine assujetti, déclarer plusieurs années de consommation. Donc c'est vrai que c'est une année assez lourde hein, en termes de saisie. Et ce qu'on peut dire, c'est que quelque part, la charge de travail investie cette année ne sera pas reportée les années suivantes. Il n'y aura pas besoin de refaire une déclaration de patrimoine s'il n'a pas changé. Il n'y aura pas besoin de s'inscrire. Il y aura une seule déclaration de consommation annuelle normalement en phase de routine du dispositif. Donc, les années suivantes seront plus légères en termes de saisie sur Opera. Et c'est aussi pour nous, ADEME, en toute humilité, une année où on tient compte des retours utilisateurs. Et donc, on a accordé vraiment 2022 une priorité à toutes les fonctionnalités déclaratives. Notre souci premier, ça a été vraiment de faire en sorte que les assujettis puissent déclarer dans les meilleures conditions possibles. On sait qu'on peut encore s'améliorer. On a déjà des améliorations prévues ensuite pour les mois qui viennent. Mais c'est pour ça qu'on a quelque part mis de côté certaines informations qui étaient attendues, comme les statistiques, les benchmarks, mais pour vraiment essayer d'améliorer au maximum les fonctionnalités déclaratives. Donc, pour rappeler très simplement, il y a, on peut le voir en rouge là sur la diapo présente, il y a jusqu'à 3 déclarations qui sont attendues. Du coup, les déclarations de consommation annuelle 2021, 2020 et la déclaration des données de référence lorsqu'il est souhaité de déclarer une année de référence entre 2010 et 2019. Et donc, pour cela, les fonctionnalités d'Opera ont été mises en ligne progressivement depuis 2020 à la mise en place du site internet et plus particulièrement ces derniers mois avec les modules qui permettent de déclarer par l'interface ou par import de fichiers. Les grands principes d'Opera en quatre mots. Le premier, c'est la progressivité. C'est pas obligatoire de faire toutes les données en une fois. On peut renseigner les informations que l'on a à un instant T, enregistrer son travail, le reprendre après. Et toutes les déclarations sont modifiables, supprimables. L'autonomie, c'est vrai que les parties prenantes, elles sont autonomes pour réaliser ces déclarations. Notre souci, c'était que dans une situation, par exemple, propriétaire-preneur à bail, s'il n'y a aucune des parties qui ne veut jamais faire sa part du travail, que l'autre ne soit pas bloqué. Donc, c'est pour ça qu'Opera est assez souple et permet aussi bien, dans une situation propriétaire-preneur à bail, aux 2 parties d'initier le travail de déclaration. Ce qui a une contrepartie, c'est que il est vrai que s'il y a, on va dire, une coordination qui n'est pas optimale, certaines déclarations peuvent être faites en doublon. Donc, c'est un peu la contrepartie. C'est pour ça qu'il y a vraiment un dialogue dans une situation propriétaire-preneur à bail qui est important pour se mettre d'accord sur les informations à déclarer, bien sûr, mais aussi sur le qui fait quoi sur Opera. Ensuite, il y a la coopération. C'est vrai que les parties prenantes, on n'est pas obligé de confier toutes ces données à l'une ou à l'autre. Le propriétaire peut renseigner les informations qu'il a à sa connaissance, le preneur à bail le reste, et ainsi faire une déclaration complète, même si ça peut être plus
moins risqué, on va dire, de confier toutes les données à déclarer à une seule des parties et qu'elle se charge de la totalité. C'est possible aussi, mais ce n'est pas obligatoire. Et enfin, la transparence. Lorsque je suis assujetti sur un patrimoine donné, que je sois propriétaire preneur à bail, j'ai accès à toutes les informations qui relèvent de la consommation d'énergie de ce patrimoine. Les supports disponibles pour aider à faire ces déclarations. Donc, on a mis en ligne au début de l'année 2022 un guide utilisateur de prise en main de la plateforme dont l'ergonomie a été améliorée en cours d'année. Plus récemment, au début de l'été, on a mis en ligne une vidéo de démonstration de l'utilisation de la plateforme Opera qui vraiment vient balayer depuis la première fois où je me connecte sur Opera jusqu'à la réalisation des déclarations de consommation, comment je fais à chacune des étapes avec un cas concret qui est illustré. Et en cas de problème, donc il y a bien d'autres ressources aussi qui sont disponibles dans l'onglet ressources. Et en cas de problème, si les ressources ne permettent pas de répondre à vos questions, il est toujours possible de s'adresser à une assistance support. Alors c'est vrai que depuis le début d'année, on a été assez réactif, on répondait en quelques heures. Là, depuis septembre, les demandes sont vraiment exponentielles. Donc, on répond toujours à 100% des demandes, mais le délai peut prendre quelques jours au lieu de quelques heures pendant les 8 premiers mois de l'année. Il y a 2 moyens, du coup, pour effectuer ces déclarations en 2022. Le premier, que l'on appelle interface homme-machine ou IHM, c'est le terme, on va dire, un peu barbare pour désigner la manière de faire ces déclarations écran après écran sur le site Opera. Un peu comme on effectue tous notre déclaration d'impôt, étape par étape sur le site des impôts. Ça fonctionne un peu de la même manière. Et il y a un deuxième mode opératoire pour celles et ceux qui ont vraiment un grand nombre de déclarations à faire. Il est possible de réaliser plusieurs déclarations en une seule opération en important un fichier CSV. Et donc, toutes les différentes étapes, que ce soit la création des comptes, la déclaration du patrimoine et des consommations, peuvent être faites soit par le biais de l'interface, soit par le biais de l'import de fichiers. Et toujours dans un souci de simplification et de rendre les déclarations les plus simples possibles, pour les années suivantes, on a vraiment un objectif de proposer un troisième mode opératoire qui sera un interfaçage direct, donc une API, pour permettre, sans passer par l'intermédiaire de fichiers CSV, de faire des déclarations si on a par exemple toutes les données qui sont déjà présentes dans son propre logiciel ou solution interne de suivi des consommations énergétiques. Donc juste une image pour représenter à quoi ressemble l'interface, si vous n'êtes pas encore venu sur la plateforme Opera. Donc voilà, on a le parcours qui est séquencé en plusieurs étapes. C'est vraiment l'interface, c'est vraiment ce par quoi il est vraiment conseillé de commencer, au moins pour se familiariser avec les données à déclarer, parce qu'on a des messages d'erreur, on a des bulles d'information qui viennent compléter certains termes techniques et on ne les retrouve pas sur les documents d'import, c'est toutes ces explications. Donc même si on sait qu'on souhaite s'orienter vers l'import de fichiers, on conseille vraiment de s'acculturer en faisant une déclaration d'essai, en la supprimant bien sûr ensuite, il s'agit que d'un essai, mais en s'acculturant par le biais de l'interface. Et ensuite, voilà, juste pour illustrer aussi l'import de fichiers, donc on peut constituer soi-même un document CSV. On met aussi à disposition dans l'onglet ressources d'Opera un outil de type Excel pour générer un fichier CSV plus simplement. Et ensuite, le principe consiste à déposer ce fichier CSV sur l'interface Opera. Donc là, c'est l'écran de gauche. On vient charger un fichier qui se trouve sur son ordinateur. Et en fonction de la qualité du remplissage, il se peut que toutes les déclarations soient acceptées, mais il se peut aussi que certaines d'entre elles soient acceptées et que d'autres soient rejetées parce qu'il y a une incohérence de remplissage. Dans ce cas-là, on vous propose un fichier de rejet qui permet d'avoir les différents messages d'erreur et qui permet de comprendre qu'est-ce qui n'a pas pu être interprété en fonction du remplissage, ce qui peut permettre de retravailler son fichier et de le réimporter. Je complète en disant aussi qu'est-ce qu'on retrouve aussi en dehors du fait de faire ces déclarations sur Opera. On retrouve un onglet ressources où on a beaucoup d'informations, beaucoup de documents chargés à la fois par les services du ministère pour vulgariser, présenter certaines notions techniques. On a des outils, des ateliers d'animation, de décryptage des notions clés comme qu'est-ce qu'une entité fonctionnelle, comment sont calculés les objectifs. Il y a des ressources vraiment spécifiques là-dessus. C'est dans les ressources aussi qu'on retrouve le guide utilisateur Opera, le lien vers la vidéo de démonstration, etc. Et on retrouve aussi des documents utiles pour faire des économies d'énergie dans les bâtiments tertiaires, ce qui est vraiment le cœur du décret tertiaire. Il y a aussi une foire aux questions qui vraiment est assez fournie
Et il y a de très fortes chances que si on se pose une question, il y a au moins, si ce n'est la réponse, des éléments de réponse vraiment sérieux qui soient déjà présents dans la foire aux questions. Donc, on peut faire un contrôle-F, une recherche par mots-clés par rapport à ce qu'on s'apprêtait à demander pour voir s'il n'y a pas déjà des éléments de réponse dans la foire aux questions. Elle est mise à jour régulièrement. Chaque semaine, il y a soit des questions qui sont précisées, soit des nouvelles questions qui y sont ajoutées. Quelques questions fréquentes pour clarifier certains points. Dans une situation propriétaire-preneur à bail, on a souvent la question de qui fait quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a conçu Opera pour que ça soit très souple et pour que le principe, c'est que le propriétaire ou le preneur à bail peut initier la déclaration de patrimoine, donc l'un ou l'autre, mais la contrepartie, c'est qu'il doit renseigner qui est l'autre. Donc, par exemple, là, j'ai pris un exemple de l'ADEME Valbonne qui serait la propriété fictive de la commune de Valbonne. Si c'est nous qui faisons la déclaration, nous devons renseigner qui est le propriétaire. Et si c'est la commune de Valbonne qui se charge de la déclaration, elle doit bien sûr renseigner qui est l'occupant, tout simplement pour que l'autre partie, même si ce n'est pas elle qui effectue le travail, elle puisse ensuite avoir cette déclaration dans son espace de travail et pouvoir la consulter et même la compléter. Donc vraiment, les déclarations peuvent ensuite être faites conjointement par les deux parties. Quelques aussi fonctionnalités importantes, majeures, qui ont été apportées depuis le début d'année, qui n'étaient pas présentes en janvier, qui sont présentes aujourd'hui. On a aujourd'hui un historique des saisies des consommations d'énergie. Par exemple, si on a supprimé la donnée qui était renseignée, eh ben, on peut retrouver par le biais de l'historique la précédente donnée qui a été inscrite. Et on sait aussi qui a renseigné le champ. Ça peut aider, par exemple, si on n'est pas d'accord entre propriétaire preneur à bail, à se mettre en lien avec la personne et pour bien effectuer les déclarations. On a aussi permis la possibilité, via l'interface, de récupérer les activités et donc les mètres carrés associés d'une année sur l'autre. Si j'ai déjà fait ma déclaration 2021 en renseignant précisément l'activité, je peux, lorsque je fais ma déclaration de consommation 2020, réimporter toutes les activités parce qu'il y a de fortes chances qu'elles soient similaires d'une année sur l'autre. Et donc, comme ça, je ne suis pas obligé de refaire l'intégralité de ma saisie. Comment se passeront les déclarations suivantes? On a beaucoup cette question qui commence à arriver, donc les déclarations de consommation 2022 et ultérieures. Nous, on a vraiment conçu les choses pour qu'il y ait le moins de travail à fournir. Donc, dans le cas général, il y aura uniquement la déclaration de consommation à effectuer. Donc, il y aura simplement à sélectionner 2022. Le parcours sera exactement le même à celui d'aujourd'hui et il faudra simplement compléter ces informations de consommation, mettre à jour les surfaces ou les indicateurs d'intensité d'usage s'ils ont changé entre-temps. Mais sinon, le parcours sera vraiment identique. Si il y aura une subtilité, s'il s'agit d'une nouvelle entité assujettie, par exemple, l'ADEME ouvre un nouvel établissement à Marseille, par exemple. Il y en a un, mais bon, on va dire que c'est un nouvel établissement. Soit ce nouvel établissement de l'ADEME s'implante en lieu et place d'une EFA, ne s'implante pas en lieu et place d'une activité qui était présente. Dans ce cas-là, la déclaration, c'est le même principe qu'aujourd'hui. L'ADEME devra déclarer son patrimoine parce qu'il n'existait pas et faire sa consommation. Soit, et là c'est la seule subtilité qui est introduite, mais elle a une vraie utilité, si l'ADEME Marseille s'implante en lieu et place d'une activité qui a déjà fait l'objet de déclaration sur Opera, il y aura simplement une information complémentaire par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui à renseigner, ce sera quel était l'EFA, l'entité fonctionnelle à la place duquel je m'installe. Tout simplement parce que ça permet d'assurer la continuité du calcul des objectifs et de valoriser les actions déjà engagées. Parce que s'il y a eu des travaux de rénovation énergétique avant que l'ADEME s'installe, eh ben, l'ADEME n'aura pas une nouvelle déclaration de consommation de référence à effectuer. Elle pourra bénéficier de la déclaration de référence passée, qui très probablement a été choisie avant la mise en place des travaux de rénovation. Et donc, l'ADEME pourra continuer de bénéficier des actions déjà engagées. Donc, il y a un vrai intérêt, comme ça, à pouvoir lier les déclarations entre elles. Mais sinon, mis à part ce cas-là, dans tous les autres cas, le parcours sera vraiment identique à celui d'aujourd'hui, sans l'étape de déclaration de patrimoine à effectuer lorsqu'il n'y a pas lieu. Et pour donner ensuite quelques perspectives, parce que c'est vrai que ça peut être assez lourd, il faut le reconnaître, de déclarer des consommations, surtout si on ne voit pas à quoi ça pourra servir demain. Donc, quelques perspectives sur à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'on pourra espérer d'Opera dans les mois à venir. Bon, améliorer, ça on l'a déjà dit, le parcours déclaratif. On veut vraiment que les déclarations soient les plus simples possibles. Donc voilà, on va mettre en place une API, on va continuer d'améliorer les parcours. Ça restera notre priorité pour les prochaines semaines. Mais ensuite,
du coup, une fois que les prochains textes réglementaires qui restent à apparaître seront connus, notamment l'arrêté valeur absolue 3 qui détaillera les valeurs absolues, y compris pour le secteur de la santé, qui sont en grande partie absentes hein, pour le moment, et bien, Opera permettra de déterminer les objectifs de chaque entité fonctionnelle et de fournir une attestation annuelle qui permettra à chacun de se situer par rapport à l'atteinte de ses objectifs. Donc ça, c'est ce qu'on peut espérer. Mais aussi ensuite, sur les fonctionnalités de benchmark et de statistiques, la plateforme permettra à chaque assujetti de situer la performance énergétique de son patrimoine par rapport à l'ensemble des déclarations effectuées. Et ça va être là une vraie richesse que Opera va permettre d'ajouter. Par exemple, quelques indications qui sont vraiment des exemples hein, pour le moment, ça reste précisé. On sera en mesure de dire, on devrait être en mesure de dire, ben voilà, votre entité fonctionnelle, elle fait partie des 10% les moins énergivores parmi celles qui ont été déclarées en 2000, la même année et qui ont une activité similaire. Donc, on pourra comme ça situer son patrimoine par rapport à l'ensemble du parc qui a été déclaré sur Opera, ou au sein d'un même bâtiment, on pourra dire votre EFA, c'est la plus énergivore parmi des activités similaires dans le bâtiment dans lequel elle se situe. Donc, ça permettra peut-être de plus facilement comprendre là où il y a peut-être une consommation anormale et un gisement d'économie d'énergie à faire en particulier. Et enfin, sur le volet des statistiques, donc Opera, ce sera en quelque sorte le thermomètre hein, de la consommation énergétique du tertiaire assujetti en France pour permettre à chacun de comprendre quelle activité consomme quoi, dans quelle région. Et donc là, on attendra bien sûr que les données soient consolidées, mais pour bien avoir une idée des possibilités qui seront permises, il y a récemment sur un autre observatoire que gère l'ADEME, l'observatoire des DPE, il y a eu récemment une mise en place de fonctionnalités de statistiques où on peut comme ça sélectionner des indicateurs et voir les informations et même télécharger certaines données brutes hein, qui sont anonymisées, agrégées bien sûr, mais ça peut permettre, voilà ce qui a été fait sur l'observatoire des DPE récemment, ça peut comme ça illustrer le champ des possibles de ce qu'on sera en mesure de faire sur la plateforme Opera. Et donc j'ai fini pour ma présentation et on pourra passer aux questions. Merci Emerson pour cette présentation. Il y a déjà eu pas mal de questions posées sur le fil de discussion. Ce que je vous propose, c'est peut-être de laisser la parole à Fabien Leloir. Comme ça, ensuite, on fera une séquence vraiment dédiée aux questions-réponses. Peut-être quand même, avant de donner la parole à Fabien Leloir, préciser, parce que certes, il y a eu au moins une question sur EFA, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, je pense qu'il y a des niveaux d'appréhension peut-être un peu différents aujourd'hui autour de l'écran. Donc, peut-être repréciser quand vous parlez d'EFA, de quoi il s'agit. Oui, pardon, alors je m'excuse pour ne pas avoir défini cet acronyme. EFA, il s'agit du coup d'une entité fonctionnelle assujettie et c'est, on va dire, c'est un synonyme du patrimoine qui est assujetti. Donc, c'est la maille, l'entité fonctionnelle, c'est la maille à laquelle on doit effectuer ces déclarations et on doit atteindre les objectifs, qui peut être de différentes sortes. Ça peut être une partie de bâtiment, s'il y a plusieurs locataires dans un bâtiment, par exemple. Ça peut être un bâtiment entier, si on a une seule entreprise qui occupe un bâtiment entier. Et ça peut même être un ensemble de bâtiments, comme ça peut être le cas de beaucoup d'établissements hospitaliers, par exemple, qui s'étendent sur plusieurs bâtiments, mais qui forment un seul patrimoine à déclarer. Donc, les EFA peuvent prendre différentes formes selon le cas. Et donc, EFA, c'est entité fonctionnelle assujettie, l'autre nom du patrimoine assujetti. Merci beaucoup, Emerson. Je propose de donner la parole à Fabien Leloir. Donc, merci beaucoup, Fabien. Vous êtes gestionnaire des risques qualiticiens à la clinique Saint-Roch et vous allez nous faire votre retour d'expérience de renseignement de la plateforme Opera. C'est à vous. Oui, merci Marie-Claire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis ravi aujourd'hui d'avoir l'occasion de parler de notre expérience effectivement sur le remplissage de cette plateforme qui est un outil de progrès. Et j'ai le privilège d'être accompagné donc du docteur Clich qui anime la commission développement durable au sein de la FHP. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et en effet, c'est une chance d'avoir ce chef de locomotive pour pouvoir nous faire avancer. Bon. Donc, nous sommes un établissement de taille moyenne, de petite taille hein, par rapport à l'ensemble des établissements. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, vous pouvez le mettre en plein écran, je pense. Voilà. Je pense que c'est...
Voilà. Voilà, donc avant de commencer, donc, une rapide présentation de l'établissement que nous représentons. Donc, la clinique Saint-Roch, c'est 267 lits et 40 places d'hôpital de jour sur 3 sites, essentiellement donc, des soins médicaux de réadaptation. Donc, 3 sites, Cambrai, Marchiennes, Denain, donc tous les 3 dans les Hauts-de-France. Ce qui est important à signaler, donc c'est un établissement qui est donc certifié HASV 2020 avec mention et enregistré système de management environnemental EMAS. Alors, petite précision pour le site de Cambrai, puisque nous avons bénéficié de travaux qui ont été réalisés de 2009 à 2012, mis en service en 2012, travaux d'extension et d'éco-construction, je devrais dire, de locaux d'hospitalisation et de consultation, ainsi qu'un éco-gymnase rééducatif pour nos patients sur le référentiel de la haute qualité environnementale. Ces bâtiments donc, en fait, ont bénéficié d'une labellisation bâtiment basse consommation et haute performance énergétique. Je le rappelle parce que c'est important pour la suite. Ça nous permet d'atteindre plus facilement des objectifs quand on a ces projets-là qui ont été menés maintenant il y a 10 ans. Donc, on a suffisamment d'antériorité pour avoir du crédit dans les chiffres qu'on annonce. Alors, HQE, BBC, simplement quelques mots-clés. Donc, effectivement, ce sont des locaux qui sont chauffés et rafraîchis par la géothermie sur Rhône-Nappe. Donc, on pourrait dire de l'aquathermie. Il y a une production d'eau chaude sanitaire de sources solaires. Avec un petit clin d'œil sur notre bassin de rééducation, on entend que les piscines ferment parce que ça devient de plus en plus cher pour les maintenir, pour les entretenir. Nous, à savoir que notre bassin de rééducation de 60 mètres cubes, me semble-t-il, est chauffé maintenant par le soleil, pas par la géothermie, pardon, et non plus par le gaz. Donc, c'est un premier élément aussi à signaler, puisque c'est des mètres cubes de gaz en moins. Hein. On a des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité. On a des tests d'étanchéité qui ont montré que le bâtiment était perméable à l'air, était imperméable plutôt. Et voilà, il y a un gros cahier des charges qui permettent de valider en fait ces deux labels. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, l'objectif, il est clair, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc, on a une année de référence qui va se caractériser par des chiffres de consommation, donc de gaz, d'électricité, de fuel, d'autres sources pour les établissements qui en utilisent. Donc, on va avoir un chiffre. Et j'ai envie de vous dire, peu importe ce chiffre, il faudra réduire de 40% ce chiffre d'ici 2030, le réduire de 50% d'ici 2040 et de 60% d'ici 2050. Voilà l'objectif. L'objectif, donc, en valeur relative. Monsieur Caban nous a parlé tout à l'heure de valeur absolue. Alors, bon, il y a des notions qui sont un peu, on ne va pas aborder le sujet, mais voilà. L'objectif en valeur relative, il est celui-ci. Alors, un petit mot sur les entités fonctionnelles assujetties, on en a parlé juste avant. Donc, pour remplir ces entités fonctionnelles assujetties, ça a été la première opération que nous avons fait sur la plateforme Opéra. Donc, il est suggéré d'utiliser le site Géoportail, qui répertorie toutes les parcelles des établissements avec leur codification. Bon, nous, on a préféré compléter avec le site du cadastre, qui était plus précis à notre sens. On a pu retrouver comme ça plus précisément chaque parcelle de nos terrains. Alors après, on peut y avoir une discussion pour savoir où est-ce qu'on positionne le curseur dans la définition de ces entités fonctionnelles assujetties. Plus on va détailler et plus on va déclarer des sous-bâtiments, des sous-sous-bâtiments, il peut y avoir un intérêt quand on va parler de valeur absolue pour atteindre l'objectif du décret. Par contre, si nous, on nous a conseillé, on est accompagné par un cabinet aussi en développement durable, de plutôt rester sur les valeurs relatives pour l'instant, donc sur les pourcentages qu'on a vus juste avant. Il y a une année de référence à choisir et c'est peut-être l'élément le plus important. Donc, ce choix doit être documenté. Voilà pourquoi je vous ai parlé brièvement des travaux qu'on avait menés. Alors, quand on fait des travaux, que ce soit de la construction, des travaux d'isolation, de changement de chaudière, qui font appel à des énergies renouvelables aussi, tout ça, évidemment, donne du potentiel d'amélioration. Et par rapport à l'année N-1, juste avant où ces technologies-là ont été mises en place, on pourra montrer l'amélioration qui aura été atteinte par les ratios. Alors, je m'explique. On a des consommations de gaz, de fuel, d'électricité, etc., qui sont suivies dans un tableau
un tableau de bord pour les établissements qui en ont. Ceux qui n'en ont pas, il n'est pas trop tard pour commencer. Je vais vous montrer un exemple juste après. Bon, nous, on a remarqué effectivement, mais M. Caban nous l'avait déjà dit, bon, les données qui seront saisies sur la plateforme Opera vont être ramenées aux données météorologiques, si je ne me trompe pas. Donc, pour faire un choix pertinent dans cette année de référence et aux consommations qu'on veut faire trait, on a ramené toutes ces consommations, ce qu'on appelle au degré jour unifié, les DJU. Alors bon, on ne connaît pas trop, pas précisément en santé quand on n'est pas climaticien ou chauffagiste, cet acronyme. Donc DJU, c'est un chiffre qui est défini par année. Je ne vais pas revenir sur la définition du DJU. Sachez simplement qu'on peut les récupérer sur le site InfoClimat. Et il y a des DJU sur chaque région de France. Ce ne sont pas les mêmes en fonction de la rigueur de l'hiver. Donc, on peut retrouver très facilement en allant sur ce site tous les DJU depuis l'année 2009 et même avant, des régions qui correspondent à vos territoires. Ce qui donne, pour exemple, sur le tableau qui est ici, vous ne voyez peut-être pas, mais vous le verrez sur le diaporama qui vous sera mis à disposition, les chiffres, alors très simplement sur un tableur ici, de l'année 2010 à l'année 2021, on va retrouver nos consommations ici de gaz, d'électricité, le cumul des deux et le fuel qui a été commandé sur chaque période. On retrouve ici les DJU dont je venais de vous parler, que j'ai replacé ici sur chaque année. Les DJU varient en général de 2000 à 2500, 3000 en France, sur le territoire. On a ici le ratio qui a été établi en fonction des DJU, et on peut s'apercevoir, si on regarde les données brutes, je vais vous donner un exemple. Nous, on a terminé nos travaux d'amélioration en 2012. On avait une consommation globale de gaz d'électricité en 2012 de à peu près 2 millions de kWh. Par rapport aux autres années, on pourrait penser que c'est l'année 2012 qu'il faut prendre, puisque c'est la plus importante. Mais quand on tient compte de la rigueur de l'hiver et du DJU qui se trouve ici sur l'année 2012, l'hiver a été un peu plus rigoureux qu'en 2011, le ratio qu'on obtient sur l'année 2011 nous est plus favorable que celui de l'année 2012, moyennant quoi il serait plus intéressant pour nous de choisir et de cibler, et c'est ce qu'on a fait pour le remplissage d'Opera, ce premier remplissage. Nous sommes partis sur l'année 2011 de référence, et si les consommations ont tendance à réduire jusqu'à aujourd'hui, en particulier le gaz, vous pouvez voir les chiffres qui diminuent fortement, les mètres carrés, eux, ils augmentent ici. Puisqu'on a construit, on s'est agrandi. Alors, quand on établit un ratio au mètre carré, l'intérêt pour nous, le ratio au mètre carré, en 2011 était par exemple de 294, il passe aujourd'hui à 181, ce qui nous laisse un potentiel d'amélioration qui serait de l'ordre de 38-39% d'amélioration, de réduction de consommation énergétique ramenée au mètre carré. Et ça, c'est important puisqu'on est quasiment à l'objectif de 2030. Voilà, donc je répondrai à vos questions s'il y a des questions sur ce sujet-là après, sans aucun problème. Donc, le choix de l'année de référence, voilà. Ensuite, on a vu qu'il fallait mobiliser un certain nombre de données. Alors, ça peut paraître très compliqué au premier abord. Bon, c'est vrai que nous qui sommes engagés dans l'environnement, comme beaucoup d'établissements de la fédération maintenant, on a des tableaux qui sont suivis tous les ans et finalement, ça n'est que de la mise à jour. Et ces tableaux-là doivent nous servir à alimenter maintenant cette plateforme qu'on devra renseigner chaque année. Alors simplement, il y a des données qui sont plus difficiles à obtenir que d'autres. Par exemple, le fuel. Bon, nous, on a utilisé le fait que nos hommes d'entretien, on a un service technique sur chaque site qui fait des essais de groupes électrogènes de sécurité qu'on a sur chaque site, des essais mensuels, en général d'1 heure. Et effectivement, sur la traçabilité qu'ils remplissent, on a le niveau de jauge restant, donc c'est facile. Avec une simple soustraction, moi, j'ai exactement la consommation annuelle de fuel qui a été fait sur chaque site. Quand on ne peut pas avoir ces informations, on peut les estimer. Donc, avec une simple formule, la consommation de fuel en litres, vous allez l'avoir par le temps d'utilisation en heures par an. Donc, ça, vous pouvez le retrouver. Et surtout par la consommation moyenne en litres par heure de votre groupe électrogène. Et cette consommation moyenne en litres par heure de votre groupe électrogène, vous allez pouvoir la retrouver soit dans les données constructeurs, soit dans la table ici, qui est une table qui est utilisée et qu'on nous a remis et qu'on vous donne à disposition aujourd'hui. En fonction de la puissance en kVA de votre groupe électrogène, je prends un exemple 300 kVA,
vous allez avoir une consommation par heure de 60 litres, moyennant quoi vous pouvez estimer facilement votre consommation réelle de fuel pour le site. Alors, s'il y avait quelques conseils pour faciliter le remplissage, c'est de ne pas travailler seul. Une équipe, c'est toujours bien. Un binôme, ça convient parfaitement. Nous, on n'est pas un gros établissement, donc on a travaillé par deux. Il convient de récupérer vraiment au plus tôt toutes les données de la comptabilité. Ce sont des données opposables puisque ce sont les factures. Ce n'est pas des estimations. Donc, si on nous demande des éléments, on saura les produire. On a des facturations qui sont faites de janvier à janvier. Ça aussi, la période de référence est importante. Sur Opera, il y a des périodes de consommation et en tout cas de facturation qui se font au trimestre, au semestre ou de mai à mai. Enfin bon, nous, c'est de janvier à janvier, donc c'est facile d'en tenir compte. Et de rassembler toutes ces données dans un tableau de bord qui doit être suivi de manière à alimenter au fil de l'eau les données qu'on aura à mettre sur la plateforme. Donc, l'idée, c'est aussi de ramener au mètre carré en fonction de toutes ces surfaces renseignées et toutes nos données de consommation et éventuellement de les rapprocher, comme je vous le disais tout à l'heure, aux données climatiques et donc les DJU. Un exemple, on ne voit rien, n'essayez pas de lire. C'est simplement pour vous montrer notre tableau de bord à nous, qu'on utilise maintenant depuis plus de 10 ans. Effectivement, on a des déchets, on a de l'eau, on a de l'énergie, on a des émissions de CO2. Pour le pavé énergie qui nous intéresse ici, on a des consommations d'électricité, on a des consommations de gaz, on a des consommations de fuel. On a aussi une production d'énergie pour notre part. Donc, il convient de renseigner et qui peut venir justement en facteur de réduction de consommation d'énergie fossile. On parle après. Donc, l'idée, c'est de renseigner toutes ces consommations dans les tableaux, éventuellement les coûts pour avoir une idée du coût et d'apprécier les économies financières qui peuvent être faites, et de ramener tout ça avec les mètres carrés et ou les nombres de journées d'hospitalisation. Les ratios à la journée d'hospitalisation nous permettent facilement de nous comparer. Bon. Est-ce qu'il y a des consommations qui peuvent être déduites? Alors, on s'est intéressé à cette question. Premièrement, vous verrez, on ne l'a pas vu tout à l'heure sur les copies d'écran qu'on nous a montrées, mais vous le verrez dans l'onglet consommation, déclaration de consommation d'Opera. À un moment donné, on parle des IRV. Ce sont les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Il en pousse de plus en plus, et tant mieux dans les établissements. Donc, ce sont les bornes de recharge. Qui peuvent être, ces bornes de recharge, les kilowatts peuvent être déduites effectivement de nos consommations d'électricité. Encore faut-il les comptabiliser. Alors effectivement, là je vous ai mis une photo, mais on a un compteur, des sous-compteurs, nous, parce qu'on a des bornes de recharge sur chaque établissement. On va comptabiliser toutes ces recharges et on pourra venir les amener en soustraction de nos consommations d'électricité sur la plateforme. Ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On s'est intéressé aussi, on est un établissement de santé, on fait des soins, on fait aussi de la restauration. On a une cuisine centrale où nous faisons à peu près 500 repas jour sur Cambrai, qui dessert nos 2 autres sites en liaison froide. Donc, il y a de la restauration collective, il y a une consommation de gaz qui est réalisée, qui est suivie par un sous-compteur dans nos tableaux, qui nous permet en même temps de donner des objectifs de réduction, voire de maintien à notre société prestataire de consommation de gaz. Et on s'est renseigné, voir si on pouvait les déduire. Bon, la réponse est non, alors clairement. Cette consommation, ce type de consommation ne peut pas venir en réduction parce que ça fait partie d'une consommation au titre de l'établissement et non pas pour faire rouler un véhicule électrique. Voilà. Et donc, cette consommation, en tout cas, dont on aurait pu penser qu'on aurait pu la déduire, ne peut pas être faite. Ce qu'on peut faire, donc c'est ce qu'on nous a répondu, ce qui est possible de faire, c'est quand on va travailler pour les établissements qui choisiront l'option de renseigner la plateforme en valeur absolue et non pas en valeur relative. En valeur absolue, on va pouvoir déclarer des sous-bâtiments, des sous-services. Et il existe, vous verrez, une catégorie centre hospitalier, process, restauration collective interentreprise ou restauration collective grande cuisine, dans laquelle vous pourrez mettre la consommation isolée au titre de la restauration et en y ajoutant les mètres carrés, la surface de ces locaux, on va dire logistiques et de restauration,
ça pourra être, on va dire, séparé. Ça ne viendra pas en déduction, mais ça sera séparé en tout cas, et dans la consommation globale. Voilà ce que je pouvais vous dire très, très grossièrement en transversal. Merci. Sur la… Merci beaucoup, Fabien, pour cette présentation très éclairante, et je pense que vos tableaux de bord seront vraiment source d'inspiration pour les établissements qui n'en disposent pas encore, ou en tout cas pas de manière aussi complète et détaillée. Donc un grand merci pour ce partage d'expérience. Je vous propose qu'on passe à la séquence questions-réponses. Il y a une trentaine de questions posées, et puis en amont de ce webinaire, certains établissements adhérents m'avaient adressé également des questions à soumettre aux différents intervenants. Mais peut-être avant cette séquence de questions-réponses, repréciser peut-être, parce que tout à l'heure on a parlé de valeurs relatives et puis également de valeurs absolues. Donc peut-être une précision sur le fait qu'en fait, pour les établissements, il y a deux options qui s'offrent à vous en termes de réduction de consommation d'énergie. Selon en fait si votre bâtiment est performant ou non. Donc Emerson Cabane et Fabien Leloir vous compléterez, mais en tout cas si votre établissement exploité, si le bâtiment exploité est peu performant, alors on vous invite à opter pour une réduction progressive de votre consommation énergétique du bâtiment en valeur relative, c'est-à-dire moins 40% d'ici 2030, moins 50% d'ici 2040 et moins 60% d'ici 2050, donc à partir effectivement d'une année de référence. Mais par contre, si votre établissement est performant, notamment pour les bâtiments neufs, alors on vous encourage à opter pour l'atteinte d'un seuil de consommation d'énergie fixé en valeur absolue, en kilowattheures par mètre carré et par an. Et du coup, ça appelle à une question qui a été posée dans le chat. Il y a eu effectivement le décret tertiaire qui est paru, il y a eu un arrêté méthode, on l'avait communiqué à nos établissements adhérents. Et puis, on parle de ces fameux arrêtés en valeur absolue. Alors, il y a eu l'arrêté 1, 2, et on attend l'arrêté en valeur absolue 3 qui là, Emerson, vous allez me dire, concerne plus spécifiquement la santé, en tout cas en termes des valeurs cibles, qui sont donc fixées sur 10 années, c'est ça? C'est ça. Alors, la valeur absolue, c'est vraiment En fait, tous les objectifs à atteindre, ils sont exprimés en kilowattheures par mètre carré, du coup. Et ces fameuses valeurs absolues, elles sont établies catégorie d'activité par catégorie d'activité. Un bâtiment de bureau ne va pas avoir le même objectif en termes de kilowattheures par mètre carré en valeur absolue qu'un bâtiment de restauration, qu'un bâtiment de santé, qu'une école, voilà, etc. Et donc, c'est vrai que pour le moment, les valeurs absolues de beaucoup de catégories d'activités, dont la santé, ne sont pas encore connues. Ça fait l'objet justement du dernier arrêté qui est en cours de travail. Alors, tout simplement parce que les travaux sont importants, et il y a vraiment une concertation qui est organisée avec les différentes branches pour vraiment établir des seuils au plus précis dans chaque cas. Et juste, je rappelle aussi, quoi qu'il arrive, donc ça déjà, c'est vrai que c'est une information qui manque pour savoir, on va dire, si on s'oriente plutôt vers la valeur absolue, c'est-à-dire qu'on est plutôt quelqu'un de performant déjà aujourd'hui. C'est vrai que ça manque pour vraiment savoir quelle cible précise à atteindre en 2030. Mais en tout cas, ça n'empêche pas d'effectuer ces déclarations de consommation d'énergie aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour savoir exactement quelle cible atteindre en 2030, là, c'est vrai que c'est une information qui manque à l'heure actuelle et qui sera connue. Là, les travaux, il n'y a que les services du ministère, donc la DHUP, qui peuvent s'exprimer sur quand est-ce qu'ils seront finis. Mais voilà, ils prennent du temps parce qu'il y a beaucoup de concertations et qui doivent être faits avec précision. Et juste, je précise, il n'est pas impossible, en tout cas les textes le prévoient, que en fonction des premières années de déclaration sur Opéra, que ces valeurs absolues soient revues, c'est une clause de revoyure du coup, dans le temps, probablement dans un sens de desserrage. Donc c'est possible que les objectifs soient revus, en tout cas c'est une possibilité qui est inscrite dans la réglementation en fonction des premières déclarations. Si par exemple les seuils qui sont définis cette année sont en fait trop ambitieux et pas réalistes, par exemple,
il se peut qu'ils soient ajustés en cours de décennie, les textes le prévoient. Merci beaucoup, Emerson, pour cette précision. Peut-être également insister sur l'année de référence. Hein. On en avait parlé il y a un an quand on avait organisé le premier webinaire sur le sujet. Le choix de l'année de référence entre 2010 et 2019, il est quand même majeur. Une question, est-ce qu'on pourra changer d'année de référence en cours de route si on se rend compte que finalement, on n'avait pas opté pour la bonne année? Alors là, voilà, pendant un certain temps, ça fait partie de la souplesse. Voilà, en particulier, vu que l'année de référence est très importante, parce que c'est sûr, quand on dit il faut faire moins 40%, en fait, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la déclaration de référence. Donc, c'est vrai que cette déclaration, elle est très importante. Et il sera possible, voilà, de revenir si on se rend compte, y compris après le 30 septembre 2022, qu'on n'a pas opté finalement pour la bonne année. On a poursuivi le travail, on a affiné. Et il sera possible de sélectionner une autre année. Et je rappelle juste le principe de l'année de référence, c'est si on souhaite utiliser une année entre 2010 et 2019, c'est possible du coup, et c'est ce qu'il est possible de faire. Par contre, la déclaration entre 2010 et 2009, elle n'est pas obligatoire. Si on ne déclare pas d'année de référence entre 2010 et 2019, les textes prévoient que dans ce cas-là, c'est la première année pleine d'exploitation déclarée sur Opera qui fera office d'année de référence. Et là, ce qui est envisagé, c'est que vu que les années 2020 et 2021, c'est vrai que la première année pleine d'exploitation, normalement, c'est censé être 2020, bon, sauf pour ceux qui ont démarré leur activité en 2021. Mais ce qui est envisagé, c'est que si 2020, 2021 et 2022 font office d'année de référence, il sera possible de choisir, même si font office de première année pleine d'exploitation, il sera possible de choisir au choix parmi ces 3 premières années, étant donné que les années 2020 et 2021 sont particulièrement impactées par la crise sanitaire. Donc, voilà, oui, je pense que si on peut compléter juste, c'est que les adhérents, il faut qu'ils choisissent vraiment l'année où ils ont consommé le plus, évidemment, en termes de consommation au mètre carré et donc ramener au climat également. Mais l'avantage, c'est de montrer qu'on a baissé. Donc, évidemment, si on a l'opportunité d'une année à compter de l'année 2010, qui était une année de forte consommatrice, il ne faut pas hésiter, le choix, il faut vraiment prendre cette année, quoi. Moi, je tiens à dire que, bonjour à tous, hein, je tiens à dire que c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis de nombreuses années avec Marie-Claire et en tout cas avec toute l'équipe de la Fédération d'hospitalisation privée. Et on est très content, effectivement, de ce système Opéra, puisqu'on retrouve quasiment notre upscale que nous avions fait il y a quelques années avec toutes les consommations qu'on demandait de pouvoir avoir, ce qui n'était pas évident. Et là, je rejoins tout à fait Fabien, parce que nous, on voit bien qu'après 10 ans d'expérience, après 10 ans d'exploitation et de surveillance de consommation, on voit bien que le fait de pouvoir isoler mieux, de pouvoir faire attention à toutes nos consommations, c'est payant, en tout cas en termes de résultats. Et c'est surtout, ça va être encore plus payant maintenant que le prix de l'énergie va exploser. Oui, je crois que ça s'inscrit pleinement là dans un contexte. En tout cas, il y a tous les objectifs viennent converger, en tout cas pour inciter et inviter à l'action. Et on sait que le secteur s'est déjà engagé en la matière et on l'accompagne. On a une question également sur la déclaration d'activité. Est-ce qu'on doit déclarer tous les types d'activités, la blanchisserie, la restauration? Est-ce que c'est au contraire une agrégation de données? Comment cela se passe? Alors, en fait, peut-être revenir à quoi ça sert au final de déclarer ces activités. En fait, c'est ce qui permet de se voir attribuer un objectif très personnalisé qui correspond à sa situation. Parce qu'en fait, tous les travaux du ministère, là, c'est d'élaborer des fameuses valeurs absolues, catégorie d'activité par catégorie d'activité. Donc, il y a tout intérêt à s'orienter, même si c'est vrai que c'est peut-être pas des informations qui sont connues aujourd'hui, hein, donc ça peut prendre du temps de recenser précisément dans son parc quels sont les mètres carrés avec quelles activités. Mais il y a vraiment un intérêt à le faire parce qu'on aura, en faisant ce travail précis de déclaration des activités et des mètres carrés associés, on aura un objectif en valeur absolue qui sera très très personnalisé, qui correspondra à sa situation. Par exemple, pour donner un exemple, s'il y a un des établissements de l'ADEME où il y a on va dire s'il y a 2 établissements de l'ADEME différents
où il y en a un où il y a une grosse restauration, une grosse cafétéria, enfin, avec une grosse cuisine qui est très utilisée, qui prend peut-être 30% de la surface, et un autre établissement de l'ADEME qui a également des bureaux et de la restauration, mais sur lequel c'est 90-10, eh ben, l'avantage de déclarer ces activités de manière très précise, c'est que chacune vont pouvoir avoir un objectif très personnalisé parce que ce sera une sorte de moyenne pondérée de toutes les activités et des objectifs associés, moyenne pondérée des surfaces. Merci. Je vous propose qu'on déroule les questions du chat. Alors, une question très pratique et immédiate, c'est que la date du 30 septembre est-elle une date impérative ou est-ce qu'il y aura une tolérance du fait de la complexité? Autrement dit aussi, est-ce que les établissements qui auront commencé à renseigner leurs données de consommation pour le 30 septembre, mais qui n'auraient pas fini, sachant qu'évidemment, on invite les établissements à avoir fini le 30 septembre et pour celles et ceux qui n'auraient pas encore créé leur compte Opera, eh bien, je vous invite à le créer dès la fin du webinaire. Est-ce qu'il y aura une possibilité de revenir en fait sur les données déclarées au 30 septembre et est-ce qu'il y aura possibilité pour les établissements qui seraient pas tout à fait à l'heure de renseigner la plateforme après le 30 septembre? Oui, alors il y aura des possibilités, notamment de ce que je vous disais, pour sélectionner l'année de référence la plus appropriée. Si on se rend compte qu'au final, on n'a pas forcément fait le bon choix, ce sera possible de le modifier pendant un certain temps après la date du 30 septembre. Si, pareil, on se rend compte après avoir affiné que les consommations, certaines ne sont pas tout à fait exactes ou qu'il y a des surfaces qui doivent être précisées, ce sera possible de le faire, y compris après la date du 30 septembre. Et concernant vraiment, donc voilà, il y aura des possibilités pour celles et ceux qui se sont vraiment, qui ont montré un signe d'engagement avant le 30 septembre et qui manquaient peut-être de temps pour pouvoir affiner et compléter les déclarations attendues. Il y aura une souplesse vraiment, et en particulier quand il s'agit de la déclaration des consommations de référence. Et alors très prochainement, il y aura une communication assez précise qui détaillera ce qui sera possible de faire et de ne pas faire du coup après cette fameuse date là du 30 septembre. Mais quoi qu'il arrive, voilà, les déclarations de consommation annuelle n'engendrent pas cette année-là de notation éco-énergie tertiaire. Ce sera possible pour l'année de référence de revenir dessus et les contrôles vraiment seront effectués avec bienveillance. Donc, ce sera possible. Si un contrôle met en lumière une certaine erreur de remplissage, ce sera possible, sans sanction, sans quoi que ce soit, de revenir sur sa déclaration et de corriger si le contrôle a mis en lumière une erreur de remplissage. Donc, ça veut dire effectivement, allez-y, remplissez, créez votre compte si ça n'est pas encore le cas. Remplissez au maximum. Fabien Leloir a précisé comment il avait fait le fait de travailler effectivement en équipe, en lien avec sa comptabilité. Effectivement, voilà, c'est important d'agir là dans les 15 derniers jours pour finaliser les déclarations ou les initier si ça n'est pas encore fait. Une question également d'un établissement. Des projets d'extension de la climatisation sont prévus sur les 2 prochaines années. Comment les intégrer dans ce projet? Les pompes à chaleur augmenteront terriblement la consommation d'énergie et ça ne sera pas comparable aux années précédentes. Alors là, d'une part, ça sera entre guillemets un peu pris en compte par l'ajustement climatique des consommations. Donc s'il y a un été très important qui vient vraiment accentuer le besoin de climatisation, voilà, c'est tout l'intérêt de ce qui a été présenté tout à l'heure. Hein. Les consommations elles seront entre guillemets normalisées d'une année sur l'autre. En tout cas, si de nouveaux équipements qui ne consomment pas aujourd'hui sont prévus, il est intéressant en tout cas de s'orienter vers des équipements assez performants pour pouvoir avoir le moins de surplus de climatisation, de consommation associée. Mais voilà, normalement, vraiment, l'ajustement climatique des consommations a vocation à vraiment à normaliser les intensités des hivers ou des étés qui seront connus sur les consommations. La situation d'un établissement médico-chirurgical qui est un locataire, plusieurs propriétaires, pas ou peu de sous-compteurs pour identifier les consommations propriétaires et sous-catégories. Comment on fait pour remplir la plateforme? Alors,
il n'y a pas besoin de renseigner ses consommations catégorie d'activité par catégorie d'activité. Il faut renseigner ses consommations à l'échelle d'une entité fonctionnelle qui peut prendre différentes définitions selon le cas. Je prends un exemple, par exemple, dans le cadre d'un lycée. Un lycée, il y a par exemple une partie enseignement, une partie bureau administration, une partie restauration, une partie gymnase. Il n'y a pas besoin sur Opera. L'entité fonctionnelle, dans ce cas-là, c'est le lycée. Il n'y a pas besoin de préciser les consommations activité par activité. Il y a besoin de déclarer les consommations de l'intégralité du lycée sans les affecter à des usages en particulier. On peut le faire, comme ça l'a été très bien dit dans l'exemple tout à l'heure, s'il y a un intérêt. Si, par exemple, je ne sais pas, le gymnase du lycée a été construit plus récemment, on souhaite vraiment suivre ses consommations d'énergie de manière dissociée, on peut, au lieu de faire une unique entité fonctionnelle lycée, en faire deux, une pour le lycée sans gymnase, une pour le gymnase. Et dans ce cas-là, par contre, ça nécessite d'avoir les consommations précises du gymnase. Mais ce n'est pas obligatoire, enfin, c'est même pas demandé de renseigner ces consommations activité par activité. Et dans le cas de la situation propriétaire preneur à bail, même s'il n'y a pas de sous-compteur, il doit au moins y avoir des compteurs, ne serait-ce que pour la facturation. Donc, en attendant de mettre en place des sous-compteurs d'énergie pour peut-être isoler plus finement les consommations d'énergie, savoir si elles ont bien lieu, enfin, le week-end, le soir, etc. On peut se référer déjà aux factures que l'on a. Et sur Opera, en tout cas, il est important de déclarer mes propriétaires et preneurs à bail pour que chacun puisse vraiment faire sa part du travail et voir les déclarations. Et parce que, au final, quand on est propriétaire, on est concerné par les consommations par certaines des consommations d'énergie de son locataire. Et quand on est locataire, on a bien sûr des consommations qui sont dues au bâtiment dans lequel on se situe et donc plutôt afférentes au propriétaire ou au syndicat de copropriété sur lequel on n'a pas forcément la main. Voilà. Une question sur l'année de référence. La déclaration de l'année de référence, elle peut se faire donc sur 12 mois glissants ou sur une année calendaire. Et donc, il y a une question d'un établissement qui dit si l'on prend comme année de référence la période d'août 2017 à juillet 2018, est-ce qu'il faut déclarer ses consommations de janvier 2021 à décembre 2021 ou d'août 2020 à juillet 2021, puis août 2021 à juillet 2022? Alors, il y a deux choses sur les périodes de déclaration. Quand on déclare, si vous avez eu l'occasion de faire une déclaration de patrimoine, donc d'entité fonctionnelle, ou EFA, l'acronyme que j'utilisais tout à l'heure, une des étapes, c'est de choisir le cadre de reporting, c'est-à-dire la période générique sur laquelle on va effectuer des déclarations d'année en année. Tout simplement pourquoi? Parce que ça n'aurait pas de sens de déclarer ses consommations 2023 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ses consommations 2024 du 8 mars au 7 mars, etc. L'idée, c'est quand même que les déclarations de consommation annuelles se fassent sur la même période pour pouvoir les comparer entre elles. Donc, et par contre, la déclaration de référence sur la période 2010-2019 est vraiment à part. C'est-à-dire, peu importe le cadre de reporting que l'on choisit pour déclarer annuellement ses consommations, donc 2020, 2021, 2022, 2023, etc., on peut choisir complètement librement sa période de référence sur la période 2010-2019. Donc, on peut très bien choisir un cadre de reporting du 1er janvier au 31 décembre et déclarer sa consommation de référence du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2013. Une question également sur la manière de valider les consommations saisies. Il est affiché entamé. Oui, alors ça c'est vrai, c'est une fonctionnalité qui est pas encore présente, faut le reconnaître. Il y aura la possibilité très bientôt du coup de valider les données, c'est-à-dire ne plus permettre de modifier quand on considère que sa déclaration est complète, de ne plus permettre à qui que ce soit de venir modifier sa déclaration. Il y aura la possibilité bientôt de le faire en masse. En tout cas, ce sera possible pour toutes les déclarations qui sont entamées avant le 30 septembre de les valider bien sûr après la date du 30 septembre. Donc c'est vrai que la fonctionnalité va bientôt, c'est dans une question de jours, mais voilà, étant donné la mise en place tardive de la fonctionnalité, ce sera possible de valider son dossier après la date du 30 septembre. Et il y aura la possibilité de le faire en masse. Donc je pourrais sélectionner tout et valider et faire en une seule opération, valider l'ensemble de mes dossiers s'ils sont tous prêts. Une autre question, dans le cadre d'extensions réalisées entre 2010 et 2019, doit-on prendre comme année de référence la date de réception de la dernière extension?
Oui, oui, je pense parce que oui, enfin, il faut prendre cette dernière extension parce qu'elle reflètera mieux l'activité qui est actuellement présente et donc ce sera une meilleure base de comparaison pour le calcul des objectifs et l'atteinte du calcul des objectifs. Donc oui, s'il y a une extension vraiment importante, si on ne parle pas de quelques pourcents, enfin voilà, d'extension en termes de surface, il faut prendre cette année par rapport à la mise en place de la dernière extension. Parfait. Comme les bâtiments neufs, en fait, on prend l'année d'ouverture du bâtiment quand il s'agit effectivement d'un bâtiment neuf d'un établissement. Autre question, je suis le preneur principal d'un bail et j'ai des sous-locataires, notamment un centre de dialyse et des cabinets médicaux. Le centre de dialyse et les cabinets médicaux doivent-ils faire leur propre déclaration? Alors, c'est important. La philosophie des co-énergies tertiaires, c'est de responsabilité vraiment l'exploitant, celui qui a la main sur l'exploitation et les consommations d'énergie associées, avec bien sûr le propriétaire. Donc là, ce qui est important en tout cas, c'est que cette déclaration elle soit faite. Et si vraiment voilà, il y a un locataire qui a la main sur les consommations et donc sur son activité, voilà, il faut que la déclaration se fasse à son échelle à lui. Là, on parlait tout à l'heure, quand on parlait du lycée et du choix possible de déclarer le lycée avec ou sans le gymnase, c'est parce que, quoi qu'il arrive, c'est le lycée qui est, entre guillemets, l'opérateur du gymnase. C'est le même exploitant. Si on a vraiment un exploitant qui est différent, là, la déclaration, c'est en quelque sorte la définition de l'entité fonctionnelle. Elle reprend mot pour mot la définition d'un établissement au sens de l'INSEE. Donc, s'il y a vraiment une activité, il faut que la déclaration se fasse à la maille de l'activité qui est réellement exercée. Donc, centre de dialyse. Oui, doit faire sa propre déclaration. Un autre cas, en théorie, donc dit un membre d'ailleurs du groupe de travail RSE, donc en théorie, l'année de référence est comprise entre 2010 et 2019. Est-il possible d'obtenir une dérogation pour choisir comme année de référence 2020 ou 2021 dans le cadre d'un déménagement? En effet, en juillet 2019, notre établissement qui avait 2 lieux géographiques s'est regroupé. Un nouveau bâtiment a été construit à côté d'un bâtiment déjà existant. Et donc, prendre une année de référence avant 2019 est un peu compliqué. Alors, oui, c'est ce que je disais, ce n'est pas obligatoire de faire une déclaration de référence 2010 et 2019. Si jamais il n'y a pas de déclaration de référence 2010-2019, c'est la première année pleine d'exploitation qui fera office d'année de référence. Avec la subtilité que j'ai rappelée tout à l'heure, c'est que si 2020, 2021 et 2022 font office de première année pleine d'exploitation, ce sera possible de choisir au choix parmi ces 3 années laquelle on souhaite inscrire comme première année pleine d'exploitation et donc année de référence. Une question sur les sanctions. On n'en a pas encore parlé, mais effectivement, il y a des sanctions qui sont prévues avec surtout un dispositif, en tout cas en cas de non-transmission de données, un dispositif de name and shame qui sera mis en place. Et puis ensuite, en cas de non-atteinte des objectifs, il y aura une mise en demeure, un système de mise en demeure adressé par le préfet avec effectivement l'engagement d'un plan d'action qui sera suivi et contrôlé. Une question, dans la pratique, pour un établissement de santé qui ne possède pas ces murs, si les objectifs ne sont pas atteints, qui reçoit la pénalité? Le propriétaire, l'exploitant ou les deux? Alors, pour les informations, en tout cas, qui sont à déclarer sur Opera, vous avez pu voir dans la fameuse étape de déclaration des consommations d'énergie qu'il y a plusieurs natures de consommation à déclarer. Il y a les consommations individuelles de l'entité fonctionnelle, il y a des consommations qu'on appelle réparties. Là, c'est par exemple, si j'ai un bâtiment de 10 étages avec un preneur par étage et une chaufferie qui dessert l'ensemble de ces preneurs. Dans ce cas-là, les consommations de la chaudière doivent être réparties pour chacun des locataires qui doit faire sa déclaration. Et il y a également les consommations des espaces communs qui sont à renseigner. Donc, si on reprend l'exemple, je suis locataire dans un bâtiment de 10 étages, j'occupe un étage, je dois renseigner mes propres consommations, c'est vraiment de mon étage, mes éclairages, mes équipements informatiques, etc.
Et je dois renseigner aussi la quote-part des consommations de la chaudière sur laquelle je bénéficie et la consommation des espaces communs répartis au tantième, affectés au tantième. Et donc, tout l'intérêt d'avoir fait cette distinction, alors peut-être que ça prendra plusieurs années en effet à avoir vraiment cette distinction. Peut-être que l'ensemble des informations ne sont pas connues précisément aujourd'hui. Mais l'idée, c'est d'inciter au sous-comptage. Et l'intérêt de pouvoir faire ça, c'est parce qu'en 2031, si on se rend compte qu'une entité fonctionnelle n'atteint pas ses objectifs, il pourra être du coup, avec ces différentes catégories de consommation, identifier laquelle des consommations a bien baissé dans la trajectoire de l'objectif et laquelle n'a pas baissé avec la même tendance et ce qui ne permet pas d'atteindre l'objectif. En tout cas, Opera permettra de dire probablement que si par exemple ce sont toutes les consommations individuelles qui ont bien baissé dans la tendance par rapport à l'objectif, qui sont bien en phase par exemple avec les moins 40%, mais que ce sont les consommations réparties sur lesquelles le locataire, c'est vrai qu'il a moins la main parce qu'il ne peut pas décider seul d'agir sur rénover la chaufferie. Opera permettra en tout cas, lors des contrôles, de dire, d'après les consommations déclarées, les consommations individuelles sont en phase avec l'atteinte des objectifs, c'est plutôt les consommations réparties. Donc ça permettra d'orienter les contrôles. En tout cas, ça permettra vraiment d'essayer d'aller au plus fin et de ne pas avoir une logique de l'entité fonctionnelle, tout le monde, on va dire, tout le monde est sanctionné de la même manière. Opera permettra vraiment d'orienter les contrôles selon la finesse des déclarations qui sera faite. Mais je précise juste les éventuelles sanctions, c'est vraiment en bout de processus. Voilà, c'est d'abord, si on parle des sanctions en temps de non-atteinte des objectifs, il y a d'abord, si on constate que les objectifs ne sont pas atteints, il est demandé de produire un plan d'action à court terme aux assujettis pour dire qu'est-ce qu'il est prévu pour se conformer aux objectifs. Et si ce plan d'action n'est pas fourni ou qu'il est fourni et que manifestement dans les années qui suivent, il n'est pas tenu, après un rappel, c'est éventuellement à ce moment-là qu'il y a des sanctions qui peuvent s'appliquer. Donc c'est vraiment les sanctions, c'est on va dire en ultime recours s'il y a vraiment une non-atteinte manifeste ou de non-déclaration manifeste des données à déclarer sur Opera après rappel, etc. Merci pour ces réponses. Une autre question, des valeurs de consommation moyennes au mètre carré existent-ils pour les établissements de santé français en ce qui concerne l'électricité et le gaz? Alors, en ce qui concerne les différents… alors, ce qui est sûr, c'est que Opera permettra, une fois que ce sera rempli, d'avoir ces informations et que là, les travaux du ministère consistent justement à élaborer ces consommations. Alors, pas à les distinguer selon les différents types d'énergie, mais à les distinguer par catégorie d'activité. Donc là, c'est tout l'objet des travaux du ministère pour élaborer les fameuses valeurs absolues. Et en tout cas, Opera pourra permettre d'aller plus loin une fois les premières années déclarées pour aller type d'énergie par type d'énergie et faire des moyennes par catégorie d'activité ou identifier des grandes tendances de consommation. Merci Fabien. Vous avez parlé tout à l'heure des degrés jours unifiés en établissement. On demande comment les obtenir. Oui, alors juste avant de parler des DGU, je me permettais de faire un complément de ce qui vient d'être dit concernant les valeurs de référence moyennes, que ce soit le gaz, l'électricité ou même l'eau. Il y a le comité du développement durable en santé, le C2DS, qui utilisait ce qu'on appelait l'IDD santé, qui est une plateforme sur laquelle on renseignait des données, on y participait ou on n'y participait pas. Et ça a été relayé maintenant par l'ANAP qui utilise maintenant mon observatoire du développement durable en santé. On renseigne les établissements qui souhaitent y participer. J'invite les adhérents à le faire, en tout cas, leur consommation sur cette plateforme. Sur ces deux plateformes, les gens qui remplissent, les établissements qui remplissent sont destinataires d'un rapport personnalisé et d'un rapport national. Et dans ce rapport national et dans le rapport personnalisé, on a des valeurs moyennes de référence sur tous les établissements qui remplissent, qui renseignent. Et l'intérêt, c'est que c'est corrélé par type d'activité. Donc, nous, on est SSR, mais les établissements de type MCO et de psychiatrie n'ont pas les mêmes activités et consommations, du coup. Et effectivement, on a des standards qui peuvent différer. Et ces valeurs moyennes sont disponibles
dans ces rapports. Bon, après, il faut répondre à l'enquête. Mais oui, il y a des valeurs qui existent. Pour revenir sur les DJU, donc il y a le site InfoClimat, sur lequel sont répertoriés tous les degrés jours unifiés donc, par année en fonction de l'endroit où on se trouve. Effectivement, si on est en Provence ou si on est comme nous dans les Hauts-de-France, on n'aura pas la même valeur de DJU et on peut récupérer les valeurs passées, des années passées en tout cas, de degrés jours unifiés pour pouvoir établir les ratios. Merci Fabien. Une interrogation aussi d'un établissement qui dit « Nous comprenons le rapport au mètre carré lorsque la superficie augmente, mais comment faire lorsque ce sont des installations techniques qui viennent alourdir la consommation, par exemple la mise en place d'un groupe froid ou l'augmentation des capacités de plateau technique sans hausse de superficie ?» Alors là, c'est tout l'intérêt. Alors c'est un peu technique, mais c'est tout l'intérêt du coup des indicateurs d'intensité d'usage. Donc, alors, les objectifs, les fameux objectifs en valeur absolue, donc ce sont bien des indicateurs en kilowattheure par mètre carré selon les catégories d'activité. Mais ces objectifs, ils peuvent être modulés en fonction du volume de l'activité. Et qu'est-ce qui caractérise le volume de l'activité? Là, le ministère aussi élabore des indicateurs d'intensité d'usage catégorie d'activité par catégorie d'activité. Donc, par exemple, pour les bureaux, il y a un indicateur, c'est le nombre de postes de travail au mètre carré, par exemple. Et donc, il y a des valeurs étalons qui sont établies dans les textes réglementaires et qui ont servi pour établir la fameuse valeur absolue. Mais il est également possible, du coup, il est prévu dans les textes et donc possible sur Opera, de renseigner pour ces indicateurs une valeur différente de celle de l'étalon pour correspondre à sa propre situation. Par exemple, un des indicateurs pour les bureaux, c'est le nombre d'heures d'ouverture par an, par exemple. Je ne sais plus la valeur, on va dire la valeur, je vais dire vraiment quelque chose au pif, à 5000 heures, par exemple. Si moi j'ai une activité et mon activité ouvre 5500 heures, je peux renseigner l'indicateur d'intensité d'usage 5500 et ça va automatiquement m'octroyer, entre guillemets, un quota supplémentaire de consommation d'énergie dans l'établissement de ma valeur absolue pour correspondre à ma propre intensité d'usage. Et donc ça, c'est ce qui est prévu en termes de modulation selon le volume de l'activité. Et je précise aussi que si même après application des modulations, il est possible, sur des critères de disproportion économique, d'impossibilité de mettre en place certaines actions pour des raisons architecturales, économiques ou patrimoniales, il est possible d'établir un dossier technique de modulation de l'objectif. Le principe, c'est de justifier quels sont le maximum des actions qui peuvent être engagées et quel est, si on met en place ces actions, l'objectif qui peut être atteint. Et dans ce cas-là, bien sûr, ces dossiers, ils ont vocation à être contrôlés, bien sûr. Voilà. Et ça permettra, si même les indicateurs d'intensité d'usage ne permettent pas d'attribuer un objectif qui correspond à une situation un peu particulière, de s'auto-attribuer un objectif en le justifiant par le biais d'un dossier technique de modulation. Merci beaucoup pour cette précision technique, mais essentielle. Pour une autre question, pour la sous-catégorie restauration, la surface à renseigner est celle de la cuisine ou celle des restaurants desservis? Alors là, je ne saurais pas répondre dans le détail, je suis désolé à cette question, mais plus généralement, quand il y a une question qui se pose sur les catégories d'activité, il y a la liste complète dans l'onglet ressources d'Opera sous forme de tableau. C'est peut-être plus facile à appréhender que vraiment sur Opera à l'endroit en question. Il y a le tableau où on peut voir l'ensemble des choix possibles et on peut choisir du coup le choix qui se rapproche le plus de sa situation parmi l'ensemble des choix possibles. Et si manifestement il n'y a aucun des éléments qui permet de répondre à sa propre activité, il est possible d'effectuer une demande. Alors, pas sur la boîte mail Opera, mais sur la boîte mail dédiée au texte réglementaire, donc éco-énergie tertiaire, développement durable, pour signifier qu'il y a sa propre activité n'est pas représentée. Et donc, à ce moment-là, ça fera l'objet d'une étude et donc d'une éventuelle intégration à la liste avec établissement de valeur absolue, etc. Voilà. Oui, je pense que c'est très important, effectivement, de consacrer un temps certain, en tout cas pour ceux qui ne se seraient pas encore vraiment plongés dans la plateforme Opera, se plonger dans les ressources que vous avez mis à disposition et qui sont quand même très, très pédagogiques. Une autre
question en lien avec la restauration, c'est doit-on prendre en compte les consommations d'une cuve propane qui sert uniquement au feu de cuisson pour la cuisine collective? Alors oui, dans la mesure où c'est une activité qui est assujettie, les cuisines sont des catégories d'activités qui sont assujetties, hein, donc les consommations attenantes à la cuisine font partie des consommations à renseigner. Est-ce qu'on peut avoir sur la plateforme Opera un compte pour plusieurs structures afin de contrôler les déclarations de toutes les EFA d'un périmètre doré, ou est-ce qu'il faut un profil par structure par structure? Alors, ça, c'est assez bien expliqué, en tout cas, je l'espère, dans la vidéo de démonstration. Et je rappelle juste le principe, du coup. Quand on s'inscrit sur Opera, on agit à la maille, on peut agir à la maille d'une structure. Une structure, alors c'est un peu administratif, je suis désolé, mais c'est l'équivalent SIRAN, du coup, de l'INSEE. Alors, pour prendre un exemple, une fois, bien que l'ADEME ait différents établissements, si je m'inscris sur un des établissements de l'ADEME, une fois connecté sur Opera, je pourrais agir pour l'ensemble des établissements de l'ADEME. Donc, on peut agir comme ça. Après, on peut très bien avoir des comptes sur plusieurs structures. Si, par exemple, je suis à mi-temps dans une société, à mi-temps dans une autre, je peux très bien, avec le même adresse mail, me créer 2 comptes différents sur Opera et sélectionner la structure sur laquelle je souhaite agir à chaque instant. Ça, c'est possible aussi. On a une autre question. 2 établissements de santé sur un même lieu avec un seul compteur électrique et de gaz. Comment déclarer sur la plateforme? Alors, on déclare, c'est vraiment… pardon, j'ai peut-être répondu… je crois que On vous écoute. Alors là, ça dépend vraiment de quelle est l'exploitation, peu importe les compteurs, si on oublie le compteur, qui a la main sur l'exploitation du bâtiment ou du site qui est derrière. S'il y a vraiment un seul exploitant, qu'une seule personne qui a la main sur l'activité exercée et les consommations associées, on peut très bien choisir de faire une seule déclaration ou plusieurs s'il y a des parties de bâtiments qui sont d'années différentes, par exemple. En revanche, s'il y a différents exploitants, différents exploitants, et que l'exploitant A n'a pas la main sur ce que fait l'exploitant B et vice-versa, là, c'est important d'avoir autant de déclarations, du coup, peu importe s'il n'y a pas de compteur différencié. L'idée, c'est d'en mettre petit à petit, hein, s'il n'y a pas les informations nécessaires. C'est d'avoir du sous-comptage dans le temps. Mais il est important d'avoir autant de déclarations que d'exploitation réelle et différenciée qu'il y a derrière. Ouais. Ah oui, une question. Alors, je ne sais pas si vous avez les éléments, mais combien d'établissements ont déjà renseigné Opera en France à ce jour? Alors, ça, pour Vous le moment, avez ce suivi là où ça reste secret jusqu'au 30 septembre? Alors, on le suit assez précisément, ne serait-ce que pour s'assurer que tout se passe bien. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne peut pas communiquer là pour le moment. Ça va, voilà, il y aura probablement un communiqué qui prendra place là pour avoir, ne serait-ce que pour avoir des informations un peu fiabilisées. Il y a des gens qui ont commencé une déclaration de patrimoine mais pas de consommation. Il y a des gens qui ont entamé la consommation mais qui ont rempli seulement une seule étape et pas les autres. Donc, on attend un peu d'avoir des chiffres fiabilisés avant de communiquer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une dynamique, en tout cas qui est très importante depuis le début de l'année. Il y a vraiment eu une rupture au mois de mai, mois de mai de cette année. Et depuis le mois de mai, c'est vraiment chaque mois, on va dire, plus que double ce qui s'est passé la totalité de l'année qui s'est écoulée avant. Donc il y a une dynamique vraiment exponentielle de déclaration. La bonne nouvelle, c'est qu'Opera tient pour le moment à cette fréquentation. Et pour ce qui est vraiment des chiffres fiabilisés, bien sûr, ils seront communiqués. Mais on attend juste d'avoir des informations un peu fiabilisées pour les communiquer dans les prochaines semaines. Peut-être une dernière question ou une avant-dernière question. Peut-on remplir la plateforme Opera avec les données 2020-2021 pour le 30 septembre et saisir dans un deuxième temps les valeurs pour la période de référence? Oui, alors voilà, vraiment, si on n'a pas toutes les données pour la période de référence, ce sera possible, soit si on ne l'a pas faite, de la faire, soit si on l'a faite, d'y revenir et d'éventuellement modifier les informations déclarées. Donc oui, c'est une manière de faire parce que vu qu'elle est impactante, cette déclaration de référence, il y a une souplesse particulière sur cette déclaration-là.
Ensuite, lorsque la restauration est sous-traitée entièrement à une autre société avec mise à disposition exclusive des locaux, la consommation d'électricité et de gaz pour la restauration peuvent-elles être déduites de celle de la clinique? Alors oui, mais ça sous-entend qu'il y a bien du coup 2 déclarations avec la société qui exploite, qui fait sa déclaration de restauration, donc bien sa surface, ses mètres carrés et sa consommation du coup. Du coup, dans ce cas-là, bien sûr, il ne faut pas que les consommations soient comptabilisées 2 fois. Donc il faut que l'État, je ne sais plus si c'était un hôpital, j'ai oublié le cas, mais il ne faut pas que ces consommations soient répercutées dans l'autre déclaration distincte. Je vous propose une dernière question. Nous sommes un établissement de santé locataire d'une SCI qui est propriétaire de 2 établissements, dont l'établissement en question inclus, et c'est à nous, locataires, de s'inscrire sur Opéra et de compléter nos consommations. Vous avez déjà un peu répondu, mais peut-être en synthèse quoi, sur qui fait quoi. Alors, sur le qui fait quoi, l'important, c'est se mettre en lien déjà avec son propriétaire pour savoir qui fait. Il est possible que cette personne se connecte sur Opéra et voit qu'il y a certaines déclarations qui ont été entamées par son propriétaire, son locataire. Nous, par exemple, à l'ADEME, quand on a fait nos déclarations, avant de les faire, on s'est rendu compte qu'il y avait certains de nos propriétaires qui nous avaient devancés et qu'on avait déjà certaines déclarations de patrimoine parce que voilà, on est assujetti comme tout le monde et donc la coordination voilà, avait pu pêcher. Et donc, c'est important de bien, en tout cas, se mettre en contact avec son locataire ou son propriétaire pour bien s'accorder sur le qui fait quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Opéra permet à chacune des deux de faire en toute autonomie le travail. Donc, ça ne doit pas freiner. Si manifestement, il n'y a pas de réponse d'une des 2 parties, l'autre partie peut faire en toute bonne foi sa part du travail au maximum qu'elle peut le faire. Merci beaucoup Emerson et Fabien d'avoir accepté d'intervenir à ce webinaire et de vous être prêtés au jeu de questions-réponses. C'est vrai, enfin, merci, j'espère que ça a été utile. On n'a pas pu balayer l'intégralité des questions posées, mais je crois que les principaux sujets ont été abordés. En tout cas, il y avait des questions qui étaient récurrentes. Donc, j'espère que vous avez pu trouver satisfaction et réponse à vos questions. J'ai vu effectivement, et j'ai d'ailleurs posé une question d'Olivier Penaud de la NAP que je salue et je ne l'ai pas mentionné au début du webinaire, mais la NAP organise le 30 septembre prochain une webconférence de 13h à 14h sur le coût de l'énergie, 10 conseils pour réduire durablement sa facture. Bertrand Sommier l'a rappelé, a rappelé ce contexte énergétique, économique très, très fort et très contraignant pour nos établissements. En tout cas, je vous invite à vous inscrire à ce webinaire qui, je pense, vous apportera bon nombre de solutions. En tout cas, j'y participerai et je vous invite à le faire également. Je vous propose, en guise de conclusion, et encore vraiment merci Emerson et Fabien de votre intervention et tout l'apport que vous nous avez donné, de donner la parole au docteur Joël Clich, qui est donc président du groupe de travail RSE à la FHP. Et donc, voilà, vous avez le mot de conclusion, docteur. En tout cas, je tiens à dire que c'était quand même une volonté de la mine Garbi de créer cette commission il y a plus de 6 ans, Marie-Claire. Et ce qui nous arrive avec cette plateforme Opéra est une vraie chance. En tout cas, c'est une vraie chance parce que c'est un levier de progrès. Et ce n'est pas une contrainte, mais c'est un plaisir, effectivement, d'avoir tous les éléments qui sont donnés, en tout cas par l'ADEME et les collaborateurs, et dont l'ANAP aussi, bien sûr, et nous-mêmes. Et je rappelle que c'est un groupe de travail RSE que j'ai le plaisir d'animer depuis plusieurs années, avec comme sujet la réduction des consommations énergétiques pour répondre aux objectifs stratégiques de la FHP. Ces réflexions et ces travaux ont permis de mettre à disposition aux adhérents les kits boîte à outils, en tout cas on en a parlé Marie-Claire, que c'est bien volontiers que la FHP le met à disposition de tout le monde. En tout cas, c'est un kit qui a été travaillé par nous-mêmes quasiment depuis 1 an et demi, 2 ans. Bien sûr, ça arrive à point nommé quand on parle de possibles pénuries en hiver,
Et en tout cas, on va tout à fait dans l'écologie. Et simplement, je terminerai en disant ce mot-là, et c'est facile, que l'opéra Verdi. Merci beaucoup, docteur, pour cette conclusion. Je vous souhaite très belle fin d'après-midi. J'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, c'était l'objectif. N'hésitez pas à revenir vers nous, évidemment. Si vous avez d'autres questions, nous allons vous adresser d'ici la fin de semaine le replay de ce webinaire, ce qui vous permettra de peut-être digérer les différentes réponses qui auront été faites et toutes les informations que vous avez reçues. Et Emerson Cabane et Fabien Leloir ont accepté que nous puissions diffuser leur présentation, donc vous serez également destinataire de l'ensemble des présentations. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour le remplissage ou la finalisation de remplissage de la plateforme Opéra et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. En tout cas, merci à toute l'équipe de la FHP d'avoir contribué à ce webinaire et merci, monsieur, en tout cas, pour vos conseils très éclairés. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.